Bonjour. Alors, j'ai une polyarthrite rhumatoïde avec le syndrome de Gougeron. Et le rhumatologue me dit que pour cette maladie, il n'y a pas grand-chose à faire. Je parle du symptôme des yeux secs, mis à part donc des gouttes artificielles. Et est-ce que vous avez de nouvelles informations sur cette maladie? Est-ce que vraiment il n'y a rien à faire? Merci. Je vais paraphraser. Si normalement il marche. Oui, si, il marche. Oui, oui. Il faut parler dedans. Oui, c'est ce que je fais. Ah, bon, alors prenez le bien. Ah, oui, ouais. Oui, je m'apprêtais à paraphraser quelqu'un que certains connaissent peut-être encore, c'est Pierre Bellemare qui disait « il y a toujours quelque chose à faire ». Donc il y a quelque chose à faire, il y a même plus, c'est au pluriel, quelque chose au pluriel à faire. Quand on a les yeux secs, il faut comprendre que ce qui ne va pas bien, c'est la sécrétion des glandes lacrymales qui ne produisent plus assez de larmes. Alors on peut essayer de stimuler ce qui reste avec des médicaments qui sont stimulants, qui sont à base de pilocarpine. Ça, c'est la première partie. Et si malheureusement les glandes lacrymales sont malgré tout trop peu réactives, on peut essayer de limiter l'évacuation des larmes par le conduit qui va vers le nez et de mettre des bouchons lacrymaux. Et puis après, il y a d'autres systèmes de traitement qui sont un peu plus sophistiqués, qui consistent à essayer de traiter la cause première de cette attaque des glandes lacrymales par le système immunitaire, avec des médicaments qui sont encore une fois des immunomodulateurs qu'on peut mettre sous forme de collyre au niveau des yeux. Mais là, c'est au moment où l'œil n'est pas encore trop sec. Donc c'est plutôt au début de la maladie. Alors, je vais me permettre juste un aparté, parce que, mais ça vous allez me dire, est-ce qu'on va répondre à des questions concernant des problèmes personnels ou des choses peut-être d'ordre plus général ? Ça peut être des questions d'ordre personnel, à condition qu'elles puissent être utiles à l'ensemble de l'auditoire, en fait. D'accord, merci. Donc là, oui, il y a une autre... Alors, oui, bonjour à tous. On a une question sur la question des fenêtres thérapeutiques. Donc, effectivement, dans les traitements des rhumatismes inflammatoires, on a de plus en plus facilement recours aux biothérapies. Et la question qu'on se pose toujours quand on introduit un traitement, et notamment une biothérapie dans une maladie chronique, c'est on sait quand on le commence, mais on ne sait pas tellement quand on va l'arrêter. Et se pose la question de la fenêtre thérapeutique. Et en fait, plus qu'une fenêtre, c'est une désescalade. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir espacer le traitement ou diminuer la dose ? Ça, il y a de plus en plus d'études de stratégie qui ont été faites au cours de la polyarthrite rhumatoïde, au cours de la spondylarthrite. La réponse est qu'on peut espacer le traitement progressivement, c'est-à-dire par exemple si on a typiquement une biothérapie tous les 15 jours, on peut essayer de passer à toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines, à partir du moment où le rhumatisme est dit en rémission prolongée, donc c'est à discuter avec votre rhumatologue avant, mais si on est en rémission depuis longtemps et que la maladie est contrôlée, on peut effectivement se permettre d'espacer sans risque de rechute. Arrêter le traitement reste problématique puisque on sait que la maladie est à risque de rechute et que, par exemple, pour la spondylarthrite, on sait que quand on arrête le traitement, 1 an après, il y a à peu près un patient sur 2 qui va rechuter. Et reprendre le traitement court un risque, dans ce cas, d'une perte d'efficacité du traitement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième question qui est posée ici, c'est « je vais être opéré du pied, est-ce que je peux arrêter mon traitement ?» Alors, ça, c'est une très bonne question qui revient souvent. La question est est-ce que la biothérapie va augmenter mon risque opératoire? Est-ce que ça va augmenter le risque de complications, infection opératoire, retard de cicatrisation, etc. La plupart des études qui ont été faites sont plutôt rassurantes sur le sujet, mais on préfère être prudent, c'est-à-dire organiser la chirurgie quand la maladie est bien contrôlée, quand on a une maladie qui est calme. Et dans ce cas, ce qu'on recommande, en fonction de la molécule, c'est d'arrêter le traitement quelques semaines, voire 2 mois, 3 mois avant, notamment par exemple pour les chirurgies de prothèse. Ça dépend de la molécule et de ce qu'on appelle la demi-vie du médicament, c'est-à-dire combien de temps le médicament va rester dans le sang. Et donc ça s'organise aussi. Donc une chirurgie programmée, plutôt à froid, c'est-à-dire sur une maladie qui est calme. Et dans ce cas-là, on peut arrêter le traitement un peu avant pour diminuer le risque théorique de complications. Et on reprendra une fois que la chirurgie aura complètement cicatrisé.
Donc voilà, et ça c'est vraiment à discuter avec votre rhumatologue. Et c'est plutôt sur une maladie qui est bien contrôlée, parce qu'on sait notamment par exemple dans la polyarthrite que la dose de corticoïdes est assez néfaste pour le succès opératoire, c'est-à-dire qu'une dose plus élevée augmente vraiment le risque de complications pour le coup, et donc on préfère que cette chirurgie soit faite avec une dose vraiment minimale, voire si possible pas de corticoïdes du tout. Je vais me permettre encore une petite remarque, c'est un petit clin d'œil, c'est de dire que les langues se délient quand c'est à l'écrit. Hein. Oui, c'est vrai. Apparemment. Ouais. Mais ça renvoie un peu à ce qu'évoquait Aline auparavant, c'est-à-dire que dans cet échange entre le médecin et son patient, il y a probablement en effet du non-dit qui peut malheureusement rester non-dit pendant assez longtemps. Et ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que parfois un interlocuteur intermédiaire, qui est souvent une interlocutrice, en l'occurrence l'infirmière d'éducation thérapeutique, permet parfois le système des petits papiers, hein, c'est-à-dire de transmettre de cette manière des informations que le médecin n'aurait pas pu détecter lui-même. Alors j'en viens quand même aux 2 petits papiers qu'on a réunis, puisque ça concerne l'alimentation. Alors, bon, alors, ce sont des questions qui sont tous sur des facteurs alimentaires, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Je commence par celle concernant le sucre. C'est un aveu, hein, je mange beaucoup de sucre. Gâteau, bonbons, chocolat. Est-ce que c'est mauvais pour la polyarthrite rhumatoïde? En réalité, le sucre, je ne crois pas. Après, bien évidemment, si ce sucre est une source de surpoids, de prise de poids excessive, à ce moment-là, ça peut avoir un inconvénient évident sur les membres inférieurs et la colonne vertébrale, mais en dehors de ça, je ne pense pas que ça retentisse sur l'équilibre proprement dit de la maladie inflammatoire et de son traitement. Après, alors, une autre question, mais c'est vraiment la bouteille à l'encre, hein, ça concerne d'une part le gluten et d'autre part les produits laitiers. On va commencer par le plus simple, ce sont les produits laitiers. Aucune étude n'a montré que les produits laitiers étaient nuisibles, nocifs pour n'importe quel type de rhumatisme inflammatoire. Et on vous a montré qu'au contraire, ils étaient utiles pour les apports calciques qu'ils permettent vis-à-vis du risque d'ostéoporose qui, lui, existe dans la plupart des rhumatismes inflammatoires, que ce soit la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite et le rhumatisme psoriasique. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas tellement à discuter. En revanche, pour le gluten, il y a toujours ce bémol. Il y a certainement des situations pour lesquelles il y a une réelle intolérance au gluten. En général, on en a la preuve soit par des tests sanguins immunologiques, soit par des tests endoscopiques. Et dans ce cas-là, l'intolérance au gluten est avérée et il faut malheureusement exclure le gluten de l'alimentation. Et ça a dans ce cas-là souvent des répercussions favorables sur l'état de santé en général et sur les problèmes rhumatismaux en particulier. Après, de recommander une éviction du gluten pour tout type de rhumatisme inflammatoire, ça me paraît encore du domaine un petit peu de la... J'allais dire de l'hérésie, mais c'est un peu exagéré, mais enfin, en tout cas, ça n'est pas du tout recommandable. Dernière question concernant l'alimentaire, c'est le curcuma. Alors, le curcuma fait partie des aliments, enfin des compléments alimentaires ou des épices qui auraient effectivement une certaine activité anti-inflammatoire, sans doute assez mineure par rapport à tout ce qu'on peut dire des médicaments anti-inflammatoires et de certains aliments aux vertus anti-inflammatoires, les oméga-3 par exemple, mais le curcuma, il n'est pas impossible en effet qu'il y ait une petite activité intéressante, mais en complément de tout le reste, c'est-à-dire évidemment pas en traitement exclusif. Et je cède la parole. Alors, on change de thème et on passe à la pseudo-polyarthrite rhizomélique, qui est un excellent terme pour gagner au Scrabble. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'appelle PPR. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, c'est une maladie qui donne des douleurs très inflammatoires, des ceintures, on dit, donc c'est-à-dire les épaules et le bassin. Et ça se caractérise surtout par une raideur le matin qui est majeure et qui va durer plusieurs heures. Et ça, c'est une maladie qui est vraiment associée à l'âge, c'est-à-dire que l'incidence de la maladie augmente avec l'âge et elle n'existe pas avant l'âge de 50 ans. Et après 50 ans, plus on avance en âge, plus le risque de développer ce qu'on appelle cette PPR augmente. Donc c'est une maladie qui est fréquente en rhumatologie, on la croise très souvent. Et une des caractéristiques, c'est qu'elle est très sensible aux corticoïdes. Alors, les questions là, maintenant qu'on a posé un peu le contexte, c'est est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui sont connus de faire une PPR? La réponse est qu'en fait, on ne les connaît pas et qu'on n'a pas identifié de facteurs, notamment génétiques, puisqu'on pose la question principalement génétique de développer une PPR.
Et ça, on n'a pas identifié de facteur génétique à ce jour. On n'a pas d'études qui prouvent qu'il y a une forte composante génétique, comme ça peut être le cas avec la spondylarthrite ou la polyarthrite. Et donc les facteurs génétiques sont a priori très difficiles à identifier s'ils existent. Et est-ce qu'il y a des facteurs de risque de rechute, puisqu'on sait que c'est une maladie qui va être caractérisée par un gros risque de rechute une fois qu'on a traité avec des corticoïdes, on met la maladie en rémission, avec un traitement qui est très long, puisqu'on part sur des mois et des mois de traitement. On arrive ensuite à arrêter les corticoïdes chez quelqu'un qui n'a plus de douleur, mais il y a toujours un risque de rechute. Et ça, malheureusement, là encore, on ne connaît pas les facteurs de risque de rechute et on ne sait pas prédire chez un patient donné ou une patiente donnée quel va être son risque de rechute quand on arrête le traitement. Et ça vaut également pour les facteurs de risque de développer la maladie. Et là, il y a quelqu'un qui pose la question du rôle des anti-hormonaux. C'est-à-dire que là, c'est visiblement quelqu'un qui, après avoir arrêté un traitement anti-hormonal qu'elle avait pris pendant 5 ans, a développé une PPR. Là, il y a vraisemblablement une coïncidence et on n'est pas capable de faire le lien entre l'arrêt du traitement et le développement d'une PPR. Mais encore une fois, il faut faire preuve d'humilité et on n'a pas encore tout découvert. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt une coïncidence. Et je passe la main. C'est sur la PPR que vous avez une question, monsieur? Oui. Alors, pour la PPR, ce n'est pas clair. On sait qu'il y a une maladie qui est associée à la PPR et qui est beaucoup plus grave, qu'on appelait avant maladie de Horton et qui s'appelle en fait maintenant artérite à cellules géantes. C'est un détail, mais vous la connaissez peut-être sous le nom de maladie de Horton, qui est une maladie qui donne une maladie des vaisseaux sanguins et des artères, qui est beaucoup plus grave que la PPR, qui n'a pas beaucoup de gravité. Et là, on sait que pour la maladie de Horton, il y a un gradient, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus fréquente dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, notamment par exemple dans les pays Suède, Finlande, Danemark, elle est beaucoup plus fréquente qu'en Espagne ou au Portugal, par exemple. Ça suggère peut-être qu'il y a un facteur de risque infectieux, viral ou environnemental qui existe, mais il est beaucoup moins formel en fait pour la PPR. Alors moi j'ai une série de questions qui a trait au rhumatisme associé, intriqué ou successif. Le premier exemple, c'est est-ce qu'on peut cumuler une spondylarthrite d'un côté et une polyarthrite rhumatoïde de l'autre, ou bien un rhumatisme psoriasique et une polyarthrite rhumatoïde. Malheureusement, la malchance fait que parfois cela arrive. Ce n'est pas très fréquent. Tout à l'heure, j'ai entendu une question sur le doute diagnostique qui peut exister entre rhumatisme psoriasique et polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est vrai que ce doute peut exister. Ce n'est pas toujours évident de faire la distinction entre les deux. On va parfois se servir de marqueurs, encore une fois, sanguins. Il est vrai que lorsqu'on identifie dans le sang de quelqu'un pour lequel le doute existe des marqueurs de polyarthrite rhumatoïde, on aura tendance à dire qu'il s'agit d'une forme pure et isolée de polyarthrite rhumatoïde, mais ce n'est pas une preuve absolue. Il existe de vraies associations ou de vrais rhumatismes psoriasiques pour lesquels on va trouver des marqueurs de polyarthrite rhumatoïde. Donc vous voyez, c'est là où malheureusement la médecine se rapproche plus d'un art que d'une science, mais enfin c'est comme ça. Et d'ailleurs, je pense que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure correspond bien à ce que je dis là. Ensuite, une autre maladie qui est un petit peu plus comme une sorte de parasite d'autres rhumatismes, qui est le syndrome de Gougerot-Sögren dont vous parliez, madame. Le syndrome de Gougerot-Sögren est une maladie qui peut effectivement émailler l'évolution de différents types de pathologies rhumatismales. La principale étant la polyarthrite rhumatoïde, mais il peut aussi s'agir de maladies auto-immunes comme le lupus ou d'autres maladies auto-immunes un peu plus spécifiques d'organes. Après, il arrive aussi que ça complique, mais plus rarement, d'authentiques spondyloarthrites. Donc ces manifestations propres sont liées à une atteinte des glandes salivaires, des glandes lacrymales et de l'appareil génital, pouvant donner dans tous les cas un assèchement des sécrétions. Et donc là, c'est à prendre en compte séparément, en général, sur le plan symptomatique. Cela étant, il existe parfois des traitements qui vont avoir un effet intéressant sur les deux maladies, c'est-à-dire la maladie rhumatismale comme la polyarthrite rhumatoïde et son éventuelle association au syndrome de Gougerot-Sögren. Donc ça, il y a des approches thérapeutiques qui, justement, peuvent être modifiées, c'est-à-dire qu'on ne traite pas forcément de la même manière une polyarthrite rhumatoïde toute seule et une polyarthrite rhumatoïde associée à un syndrome de Gougerot-Sögren. Et puis, dernière question, ça concerne les possibilités d'association
entre un rhumatisme inflammatoire et une maladie affectant un autre organe. Le grand exemple là, qui est cité, il y en avait un déjà, c'est le rhumatisme et le psoriasis, hein, donc on va parler de rhumatisme psoriasique, et puis certaines spondyloarthrites s'associent aux maladies inflammatoires chroniques intestinales, les MICI, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, donc deux types d'affections qui font penser d'ailleurs qu'il y a sans doute une communauté de mécanismes entre spondyloarthrite et ces maladies inflammatoires digestives par l'intermédiaire d'une réponse inappropriée à ce qu'on a évoqué certainement déjà depuis hier, c'est le microbiote intestinal. Donc le rôle du microbiote intestinal est certainement important, et cette mauvaise gestion du microbiote dans ces maladies-là est probablement au cœur du problème. Alors qu'est-ce que le microbiote ? Le microbiote, hein, c'est l'ensemble des populations bactériennes situées dans un certain site. Il n'y a pas que le microbiote intestinal, qui est quand même le microbiote auquel on s'intéresse le plus. Je rappelle, hein, c'est 100 000 milliards de bactéries que nous avons tous dans le tube digestif. Et donc, certaines de ces bactéries peuvent prendre le dessus par rapport à d'autres, être ressenties comme moins, disons, un peu plus hostiles qu'elles ne l'étaient, et donc susciter de la part de notre propre défense une réaction immunologique qui ensuite évolue pour son propre compte et qui peut devenir malfaisante. Et puis alors du coup, oui, je disais microbiote, ça peut aussi être le microbiote pulmonaire. Hein. On s'intéresse beaucoup au microbiote de la cavité buccale ou des bronches comme éventuellement inducteur de la polyarthrite rhumatoïde. En tout cas, il y a des liens qui s'établissent entre ce microbiote particulier et la polyarthrite rhumatoïde. Et puis il y a le microbiote cutané qui lui aussi pourrait jouer un rôle par rapport au psoriasis et au rhumatisme psoriasique. Et donc, quel type de probiotique pour soigner la spondylarthrite ? Je pense qu'il faut qu'on se donne rendez-vous une autre fois, parce que là c'est une question pour le moment insoluble. Hein. Il est possible qu'en interagissant avec le microbiote intestinal, on puisse améliorer et peut-être même un jour soigner certains types de rhumatisme. Enfin, pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. Ce qui permet de faire la transition avec les traitements des rhumatismes inflammatoires. Alors, il y a plusieurs questions, dont deux qui posent la question j'ai toujours mal, alors que je prends une biothérapie, quelle qu'elle soit. Est-ce que le fait que les douleurs soient présentes suggère que le traitement doit être changé ? Ça, c'est une question hyper importante, puisque dans les rhumatismes inflammatoires, on a des douleurs qui vont être liées à la polyarthrite, ou à la spondylarthrite, etc., dont on sait qu'elles vont être plutôt inflammatoires. C'est-à-dire c'est des douleurs à prédominance vraiment nocturne, le matin au réveil, avec un dérouillage matinal qui va être vraiment très long. On met du temps le matin avant de trouver un confort relatif. Et puis, la difficulté, et ça rejoint ce que dit le docteur Ayem, c'est que la médecine n'est pas forcément une science, mais un art, c'est qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent être intriquées, et que notamment une polyarthrite, notamment quand elle est érosive, c'est-à-dire qu'elle abîme les articulations, peut s'associer à de l'arthrose, et dans ce cas-là, on va souffrir de douleurs qui seront plus liées à la polyarthrite, mais aussi aux conséquences de la polyarthrite, notamment sur la destruction des articulations. De même, avec la spondylarthrite, quand le rachis, la colonne vertébrale, est ce qu'on dit ankylosée, c'est-à-dire qu'il y a des ossifications, ça peut donner des douleurs type posturale, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment les déformations sur la colonne qui vont faire mal et pas la maladie en elle-même. Donc les biothérapies vont pouvoir régler le problème des poussées inflammatoires, mais ça ne veut pas dire que, malheureusement, ça va régler le problème de toutes les douleurs, parce que ça va régler le problème d'une cause de certaines douleurs, mais s'il y a d'autres causes à des douleurs, et notamment de l'arthrose, la biothérapie va être complètement inefficace dessus. Donc là, il faut vraiment se méfier, et ce n'est pas parce qu'on a toujours mal que la maladie n'est pas contrôlée. Il faut se poser la question, est-ce que je n'ai pas autre chose qui est à l'origine de mes douleurs? Et c'est exactement ce qu'il faut discuter avec son rhumatologue ou aux consultations de suivi pour essayer de faire la part des choses et savoir quelle est la part de la maladie qui est contrôlée, pas contrôlée. Est-ce que les douleurs que j'ai témoignent que la maladie est active ou non? De la même façon, une autre question, c'est sur les paramètres biologiques. Vous savez qu'on demande aux patients de faire des prises de sang régulièrement, vous en faites régulièrement, pour notamment monitorer des paramètres de l'inflammation et la fameuse CRP, protéine C-réactive, et la vitesse de sédimentation. Alors, la CRP, si elle est négative, généralement,
c'est plutôt rassurant, mais ça ne veut pas dire que la maladie est complètement inactive, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des polyarthrites très inflammatoires sans qu'on puisse mettre en évidence une élévation de la CRP. Et la question qui est posée spécifiquement ici, c'est ma CRP est normale, mais l'AVS à chaque prise de sang, la vitesse de sédimentation est élevée. Et là, c'est modérément élevé puisqu'elle a 25-29, ce qui est considéré comme quelque chose de relativement normal. Et on sait que la vitesse de sédimentation, c'est un moins bon marqueur parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont concourir à l'augmentation de la vitesse de sédimentation, que ce soit un surpoids, l'âge, d'autres maladies, etc. Donc c'est plutôt la CRP qui est plus fiable que l'AVS. Et de plus en plus, nous, par exemple, à l'hôpital Lariboisière, les laboratoires d'hématologie ont arrêté de faire la vitesse de sédimentation puisque ce n'était pas assez pertinent. Et enfin, les questions, je vais aborder ça rapidement. J'ai une polyarthrite depuis 3 ans avec plaquenil et prédnisone. J'ai des effets indésirables, 13 environ, donc ça fait quand même pas mal d'effets indésirables. Dois-je changer de rhumatologue ? La réponse serait plutôt non, mais plutôt en parler à son rhumatologue, justement, pour qu'il puisse adapter le traitement en fonction des effets indésirables. Et si vous avez des effets indésirables, ce n'est pas forcément la faute du rhumatologue qui vous a prescrit, mais si vous ne lui en parlez pas, il ne peut pas savoir que vous ne supportez pas bien le traitement, il ne peut pas adapter le traitement. Donc plutôt que de changer, essayez d'en parler avec lui ou elle pour redresser un peu le tir. Et enfin, peut-on espacer le méthotrexate à 2 prises par mois, voire une seule, si pas trop de poussée de PR ? Là, ça revient à ce qu'on a dit sur les biothérapies. Parfois, c'est possible, soit de diminuer la dose, soit d'espacer le méthotrexate, mais vraiment, quand la maladie est bien contrôlée, et plutôt en parler à son rhumatologue, même si on sait que vous êtes nombreux parfois à le faire quand même de votre côté, soit par oubli, soit pour voir, pour tenter. Mais dans ce cas-là, c'est important de le dire au rhumatologue parce qu'on ne va pas vous engueuler parce que vous avez tenté d'espacer de vous-même. Mais au contraire, ça va peut-être nous guider justement pour savoir si on ne peut pas vous conseiller vraiment de l'espacer ou d'arrêter le traitement. Ça peut arriver qu'on puisse arrêter le traitement. Donc ça encore, c'est des choses qu'il faut aborder en consultation pour que votre rhumatologue référent puisse gérer le traitement au mieux et avec une approche avec le moins de traitement possible, enfin le traitement minimal efficace qui suffira à contrôler votre rhumatisme. Alors, 2 questions qui sont indépendantes l'une de l'autre. La première, c'est la possibilité qu'une polyarthrite soit liée à un effet secondaire d'un vaccin, en l'occurrence du vaccin contre la Covid. Ça, c'est effectivement une question difficile. À partir du moment où la question se pose, je pense qu'elle doit être entendue par le médecin. C'est-à-dire, on revient à la nécessité d'écouter. Et alors, il ne s'agit pas seulement de dire oui, c'est possible, mais après de voir quels sont les éléments qui pourraient renforcer cette présomption. Est-ce que vraiment les symptômes ont commencé dans un délai suffisamment court pour penser qu'il pourrait y avoir un lien de cause à effet ? Après, c'est de voir la littératie, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement il y a eu des événements de ce type qui ont été déjà signalés précédemment ? Est-ce qu'il y a des arguments intellectuels se basant sur d'autres expériences avec d'autres vaccins qui pourraient faire penser aussi qu'une stimulation antigénique par un vaccin ou par un autre pourrait en effet susciter chez des gens prédisposés la survenue d'une polyarthrite ? Et en fait, là, quand on réunit un peu tout ça, on pourrait dire que cette possibilité n'est pas exclue. Donc il reste une présomption de possibilité. Donc là, ce n'est pas une présomption d'innocence, c'est une présomption de culpabilité qui, pour l'instant, ne peut pas être démontrée. Je pense qu'on ne pourra le faire qu'avec le temps, peut-être avec l'accumulation de faits similaires. Peut-être qu'un jour, on pourra aussi mener des expériences chez des animaux de laboratoire. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'il y a eu quelques cas quand même apparemment suffisamment nombreux de PPR, parce que le nom a été prononcé tout à l'heure, de pseudopolyarthrite rhizomélique, qui, je répète, est une maladie différente de la polyarthrite rhumatoïde, mais qui aurait pu être liée à la maladie Covid elle-même, donc à une survenue après Covid. Donc tout ceci, de toute façon, tourne toujours autour du même raisonnement, c'est qu'une stimulation par un agent extérieur, que ce soit le vrai virus ou le vaccin destiné à protéger contre le virus, pourrait en effet, dans certains cas, probablement chez des gens prédisposés, générer une maladie qui devient une maladie autonome, auto-immune. Ça paraît, en tout cas intellectuellement, recevable. Donc après, c'est de la démonstration.
vous savez, ça renvoie à toutes les polémiques qu'il y a eu à propos des vaccins antérieurs contre l'hépatite B, par exemple, pour ne pas la nommer, cette vaccination, qui a aussi fait évoquer la possibilité aussi de complications post-vaccinales, probablement d'ailleurs chez des gens qui étaient déjà un peu prédisposés à la maladie spontanément. Pour la sclérose en plaques, vous voulez dire? Voilà. C'était ça? Oui. Oui, je crois qu'il faut rester humble, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il faut en parler parce que si c'est en accumulant les preuves ou les cas similaires que finalement on arrive à dégager des vraies tendances. Et il y a des choses en médecine qu'on a du mal à prouver, et ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure avec le docteur Frazier, c'est le climat et les changements météorologiques et les douleurs. C'est-à-dire que tout le monde en parle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de patients qui disent que oui, quand le temps devient plus humide ou quand on arrive dans une dépression météorologique, ça aggrave les douleurs. Pour autant, on n'a jamais réussi à le prouver parce qu'on n'a pas forcément les outils qu'il faut pour le prouver. Mais pour autant, c'est quand même un fait qui est ramené assez souvent en consultation. Donc, il y a des choses qu'il faut accepter. Et on n'a pas forcément l'explication, mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on ne l'explique pas encore que ce n'est pas vrai. Et donc, ne pas être dogmatique, c'est-à-dire ne pas écarter d'un revers de la main une éventualité qui, en plus, intellectuellement, reste plausible. Et la deuxième question, c'est une question qui est tournée vers l'espoir quand même, c'est certains patients arrivent à entrer en rémission rapidement, et alors, virgule, pourquoi pas moi? Donc ça, c'est mais pourquoi eux? Donc on pourrait tourner ça à l'envers, c'est qu'effectivement, c'est possible. Une entrée en rémission, parfois même presque spontanément, c'est possible. On a toujours l'exemple qui malheureusement n'est pas si fréquent de mise en rémission de la polyarthrite rhumatoïde en cours de grossesse. Et les grossesses sont une situation particulière au cours de laquelle il y a forcément une adaptation du système immunitaire obligée et qui fait que parfois c'est salutaire pour la polyarthrite rhumatoïde dont la personne serait victime avant. Malheureusement, il arrive que cette rémission ne soit que temporaire, c'est-à-dire que la maladie reprenne ses droits après l'accouchement. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, indépendamment de ça, on revient à Covid. Donc là encore, c'est l'effet d'observation. J'ai eu quelques personnes qui me signalaient l'inverse, c'est-à-dire que la Covid avait eu sur eux un effet, certes lié à Covid, mais plutôt positif a posteriori sur leur maladie rhumatismale, comme s'il y avait eu un détournement du système immunitaire qui ensuite restait détourné, donc au profit de la maladie d'avant. C'est encore des faits un peu troublants, mais qui peut-être vont donner lieu aussi à des recherches un peu plus approfondies. En tout cas, ce qui est important, c'est de dire qu'une maladie inflammatoire, parce qu'on parle de maladie chronique, cette chronicité, on a l'impression qu'on s'inscrit dans une durée éternelle. Je pense qu'il ne faut certainement pas rester avec cette idée-là. Avec traitement, et parfois avec un traitement de plus en plus allégé, on peut rester en rémission. Ce n'est pas du tout un objectif illusoire, loin de là. Et donc, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ans en arrière. Merci. Alors, j'ai 3 questions à vous poser qui m'ont été posées et que je pense qu'ils vont intéresser les participants. Il y a une personne qui m'a demandé dans quelles conditions les rhumatologues orientés vers un ergothérapeute et à quoi ça sert. Alors, l'ergothérapie, c'est très intéressant. Les ergothérapeutes, c'est vraiment les rééducateurs qui vont avoir une approche très centrée sur les mains pour la raison que leur objectif, c'est d'adapter vos problématiques de santé, et notamment rhumatologiques pour les mains, pour vous aider dans la vie quotidienne. C'est-à-dire comment adapter vos gestes, vos activités de la vie quotidienne pour vous permettre, par exemple, si vous avez une polyarthrite avec une déformation des mains, parfois c'est plus compliqué d'ouvrir une bouteille d'eau, plus compliqué de couper des aliments, de faire des gestes vraiment de la vie quotidienne. Et dans ce cas-là, ils vont vous aider, vous donner des conseils de vie quotidienne. L'autre rôle des ergothérapeutes, c'est de vous faire de la rééducation. Donc c'est comme de la kinésithérapie, spécifiquement pour les mains, les coudes. Enfin, c'est très orienté sur les membres supérieurs. Et parfois, ils peuvent aussi aider pour l'adaptation au poste de travail, vous donner des petits conseils de ce type-là. Et aussi, leur rôle, c'est de faire ce qu'on appelle des orthèses, c'est-à-dire, ça peut être pour les doigts, faire des petits manchons en silicone sur mesure pour prévenir les déformations, ça peut être aussi pour la base du pouce, pour le poignet, etc. etc. Et donc, il y a plein de petits plus qu'apporte un ergothérapeute. La difficulté,
c'est qu'ils sont très peu nombreux et qu'accéder à l'ergothérapie, ce n'est pas toujours facile en dehors d'un hôpital dans lequel on va avoir des ergothérapeutes qui peuvent recevoir les patients en consultation. Mais c'est vrai qu'on a tendance facilement à recourir aux ergothérapeutes parce qu'ils sont d'une aide très précieuse pour les patients, notamment quand ils ont des déformations des mains ou des douleurs des mains qui vont impacter leur quotidien ou qui vont engendrer un handicap, des restrictions dans la vie quotidienne qu'on peut contourner grâce aux ergothérapeutes. Donc dès que vous avez ce genre de problème, que les mains ou l'usage de vos mains devient problématique à cause de votre maladie, n'hésitez pas à en parler à votre rhumatologue pour qu'il vous oriente vers un ergothérapeute. Oui, Aline ? Ah. À la Ribosière, on a de la chance d'avoir une équipe d'ergothérapeutes super dynamique et très très pro, et notamment donc, sur Vigo TV, qui est la chaîne d'éducation thérapeutique qui a mis en place le docteur Frazier, dont elle vous a parlé tout à l'heure. Il y a des vidéos effectivement qui ont été faites par les ergothérapeutes que vous pouvez consulter gratuitement. Très bien, merci au moins pour avoir en pratique. Une autre question qui m'a été posée, alors là c'est un cas personnel, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est une dame qui a été diagnostiquée récemment de polyarthrite rhumatoïde, une dame jeune, 45 ans. Elle a des anticorps anti-CCP, elle a des douleurs, mais elle n'a pas de signes biologiques, donc pas de CRP, une vitesse de sédimentation normale, etc. Et donc, on ne lui démarre pas de traitement pour le moment. Et donc, elle se demande qu'est-ce qui fait qu'on démarre un traitement, puisqu'on dit qu'il faut le démarrer le plus tôt possible. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait des anticorps anti-CCP et des douleurs, ou bien est-ce que c'est les paramètres biologiques ? Je vais m'emparer de cette question. On a cherché à répondre à cette question parce que là, on est en train de parler d'un concept qui s'appelle la pré-PR, peut-être. C'est-à-dire ce qui précède. Enfin, il y a quelques signes annonciateurs, malheureusement, possiblement, et déjà la présence au plan immunologique de marqueurs qui peut-être permettent de prédire une évolution future vers une vraie polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est vrai qu'on aurait très envie à ce moment-là d'immuno-intervenir, d'essayer de bloquer le phénomène avant qu'il ne se constitue. Mais donc on fait c'est une sorte de médecine préventive à peu de choses près. Alors il y a quand même une réserve à cela, c'est-à-dire qu'il faudrait voir le dossier précisément, mais être sûr que toute l'imagerie, même la plus fine possible, a été faite de manière à être certain qu'on est juste dans le registre douloureux, mais sans qu'il y ait déjà de phénomène objectivable. Voilà, parce que là, la question, c'est la peur d'une perte de chance, en fait. Oui, voilà. Parfaitement compris. Alors, du coup, c'est sous réserve qu'il n'y ait pas non plus d'anomalie. Là, je fais plutôt référence à l'IRM des zones atteintes. Si cet IRM, qui est quand même à l'heure actuelle l'examen probablement le plus fin pour détecter précocement des anomalies, si cet examen s'avérait le normal, probablement qu'on éviterait à l'heure actuelle de démarrer un traitement qui a priori, ne serait pas complètement dépourvu non plus d'inconvénients potentiellement. Alors, il y a tout de même eu des essais dans ce cadre-là d'immuno-intervention, même avec des traitements assez vigoureux, des traitements dont le but est de faire réduire de force la production d'anticorps, et notamment les anticorps anti-CCP, et de voir ce que deviennent ces personnes plus tardivement. Il se pourrait effectivement, mais enfin là on n'a pas encore de données, parce qu'on imagine bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation et qui en plus seraient d'accord pour se lancer dans ce genre de traitement. Mais enfin, il existe en effet intellectuellement, et encore une fois, une possibilité qu'un jour ça se fasse. D'accord, merci. Oui, je crois qu'il faut être assez prudent sur la perte de chance. On sait que quand il y a une polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire des articulations gonflées, objectivées par le rhumatologue, là, il faut intervenir très vite. Très vite pour nous. On est dans un registre quand même de l'ordre du mois. Et donc, on dit qu'on a 6 mois environ pour agir, pour introduire un traitement. S'il n'y a pas d'articulation gonflée, que le rhumatologue n'en objective pas, théoriquement, il n'y a pas de perte de chance puisqu'il n'y a pas de risque sur les articulations, puisque c'est vraiment l'inflammation locale qui va être le facteur favorisant les destructions articulaires, etc. Donc, il ne faut pas qu'elle s'inquiète sur un éventuel perte de chance s'il n'y a pas de grosse inflammation locale. Très bien.
Il y a un deuxième élément qui est, c'est comme le proverbe, l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais les anti-CCP ne font pas la polyarthrite rhumatoïde. C'est-à-dire qu'on peut avoir des anticorps anti-CCP soit sans rien avoir du tout, c'est assez rare quand même, mais ça peut arriver. C'est un peu plus fréquent lorsqu'on est la fille d'une personne qui a une polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Mais sinon, on peut aussi avoir des anticorps de ce type dans d'autres maladies auto-immunes ou inflammatoires qui ne seraient pas une polyarthrite rhumatoïde et qui ne seront pas une polyarthrite rhumatoïde. Dans quel type de maladie? Par exemple, le syndrome de Gougerot-Segren. Il peut y avoir des anti-CCP. Oui. D'accord, ok. C'est toujours dans le même registre? Oui, alors on va prendre cette question. On est un peu dans la situation extrême. Hein. Vous savez, c'est les courbes de Gauss où il y a toujours des gens qui se trouvent un peu dans les positions extrêmes où ceci n'exclut pas le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Après, le facteur rhumatoïde, mais pas les anticorps anti-CCP. Donc après, oui, on va dire que... On va dire que si le traitement semble efficace, réduit le nombre de poussées ou leur intensité reste bien tolérée, on aurait plutôt tendance à dire qu'il faut le continuer. Après, oui, vous hochez la tête, donc ça veut dire que ce n'est pas tout à fait le cas. Une dernière question qu'on m'a posée, je pense qu'elle va intéresser tout l'auditoire. Donc il y a une personne qui m'a dit, voilà, on nous a exposé tous les traitements de fond qui sont commercialisés, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours d'évaluation et qui sont prêts à sortir dans les rhumatismes inflammatoires chroniques? Des nouveautés qui élargiraient encore le... Alors, si on veut faire une réponse courte, oui. Donc ça, il y a beaucoup de recherches qui est faite autour des rhumatismes inflammatoires chroniques, quels qu'ils soient, la polyarthrite, la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique. Ce qu'on appelle le pipeline, c'est un terme anglo-saxon de l'industrie qui dit quelles sont les molécules en cours de développement dans les laboratoires d'industrie pharmaceutique. Le pipeline, ce fameux pipeline, est plus chargé quand même pour la spondylarthrite et le rhumatisme psoriasique que pour la polyarthrite rhumatoïde. Mais il y a encore des molécules en développement pour la polyarthrite rhumatoïde. Mais on en a plus en développement dans la spondylarthrite et le rhumatisme psoriasique parce que il y avait beaucoup moins d'options thérapeutiques qui s'offraient à nous dans ces maladies-là. Alors que pour la polyarthrite, on a un arsenal thérapeutique qui est déjà bien fourni et c'est rare qu'on ait tout épuisé chez un patient parce qu'il y a beaucoup de molécules possibles. Mais il y a encore des molécules qui sont en cours de développement et au-delà même de la spondylarthrite, du rhumatisme psoriasique, donc on a encore des molécules dont on attend l'autorisation de mise sur le marché dans les mois qui viennent, donc il va y avoir des nouvelles choses, d'autres qui sont en cours de développement. Et au-delà de ces maladies, il y a aussi beaucoup de recherches qui est faite dans le centre de Gougerot-Segren, où on cherche des cibles thérapeutiques dans le lupus et dans d'autres maladies auto-immunes. Donc oui, la recherche est toujours active et on devrait voir l'arsenal thérapeutique, ces fameuses molécules mises à notre disposition pour essayer de soigner au mieux les malades, s'enrichir dans les mois et les années qui viennent, de façon un peu continue, quoi. Il y a toujours un investissement assez fort de la recherche sur le sujet. Donc beaucoup d'espoir pour les personnes qui ne sont pas encore soulagées par leur traitement. Il y aura encore d'autres possibilités. Exactement. Très bien. On va conclure là-dessus. Cette conférence bénéficiait du soutien institutionnel de Janssen. Je vous remercie, Dr Hayen et Dr Latourte, d'avoir répondu aux questions des malades et de leurs proches ici présents. J'ai encore une chose à ajouter, oui. Je vais faire aussi un peu de publicité, mais cette fois pour Saint-Joseph, c'est que, et vous savez peut-être que le 20 octobre prochain, c'est la journée mondiale de l'ostéoporose. Et à cette occasion,
nous organisons dans l'hôpital où je travaille, à l'hôpital Saint-Joseph, une après-midi de ce vendredi où nous sommes ouverts pour recevoir qui le voudra, avec des ateliers sur la diététique, sur la prise en charge de l'ostéoporose, sur son exploration. Vous avez vu que l'ostéoporose est une comorbidité, malheureusement, à laquelle vous pouvez vous trouver confronté. J'espère que non, mais justement, pour éviter que ça soit le cas, je vous invite éventuellement à vous rendre à cette manifestation qui est dans l'après-midi. Et si vous le souhaitez, il y a des petits flyers, pour rester encore dans l'anglophonie, qui sont disponibles à l'accueil. Merci beaucoup pour l'invitation à destination de... Comment ? Ils seront distribués à la sortie. Voilà. Donc merci Dr Ayem pour cette invitation à destination de nos adhérents et des participants au salon. Je remercie tous les orateurs qui ont participé à ce 23e salon de la polyarthrite rhumatoïde et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Merci à tous nos partenaires présents sur le salon ou pas, qui nous permettent chaque année de préparer de belles manifestations et de pouvoir accueillir de nouveaux membres. Je remercie infiniment, je dis bien infiniment, avec une immense émotion, toutes les équipes de la FPRIC à Paris et en région, bénévoles et salariés, qui sont présents tout au long de l'année pour faire vivre cette magnifique association et mener des actions en faveur des malades. Merci à vous, tous les visiteurs de ce salon, d'être venus nombreux. Je vous dis à l'année prochaine. D'ici là, retrouvez toute l'information sur la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques sur notre site internet tout beau, tout neuf. On vient de le refondre et il est magnifique. www.polyarthrite.org avec notre revue trimestrielle Polyarthrite Info que vous recevrez comme adhérent, notre newsletter mensuelle, le fil de l'info et les éditions de la FPRIC. Et avec nos patients experts, nos délégués et nos bénévoles en région. Et je vous dis à l'année prochaine pour le 24e salon.